Bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui parle avec vous de l'actualité du géant de la tech Microsoft. Pour lancer cette nouvelle saison, la saison 11, j'ai mes deux plus fidèles collègues avec moi. Bonjour Cassim et bonjour Florian. Salut. J'étais en train de rigoler intérieurement parce que c'est la saison 11 et que ça me fait rire, voilà. Ah mais ça colle bien. D'accord. Bah oui, c'est ça qui me fait... c'est ça qui est rigolo. J'ai pas fait gaffe, mais oui, effectivement, on est raccord cette année pour la nouvelle mouture de Windows. Il va faire durer la saison 11 par contre. Incroyable. Oui, il va falloir qu'elle dure pendant quelques années normalement. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Cette nouvelle saison commence avec un petit peu de retard, on est au mois d'octobre, en effet. Deux de l'équipe avons changé de travail et on a des rythmes de vie un petit peu moins propices aux enregistrements. Donc il a fallu qu'on trouve un petit peu de temps pour se recaler et bon, encore, ça n'a pas été très facile. Et on va également modifier un petit peu l'organisation des épisodes de Lifestyle. On va essayer quand même de conserver les parties que vous appréciez, mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur si vous appréciez ou non les changements qui vont avoir lieu. Par rapport à ça aussi, pour cette nouvelle saison, si vous le permettez, j'aimerais lancer un appel, une bouteille à la mer. Si vous connaissez l'univers de Microsoft, si vous appréciez ou pas d'ailleurs l'univers Microsoft, si vous vous sentez de participer à la construction d'épisodes de podcast, et bien sûr, si vous n'avez pas trop peur de prendre la parole en podcast, n'hésitez pas à nous écrire à contact@lifestyle.fr en nous expliquant qui vous êtes, ce que vous aimez dans la tech, ce que vous pourriez apporter au podcast. Toutes les candidatures seront étudiées, donc n'hésitez pas à vous proposer si ça vous tente, si l'aventure vous intéresse. Voilà. Cassim, Florian, on attaque avec un petit épisode qui est plutôt dans le concret cette fois-ci ? C'est ça. Oui. Il y a une première partie est intéressante, une seconde un peu moins. Non. Voilà, toujours Florian, vous avez compris que on va parler hardware dans la première partie, on va parler Xbox dans la deuxième, donc Florian va se mettre un petit peu en retrait et passer en mode sieste. Mais ça n'a pas changé. Non. Oh. Voilà. Allez, c'est parti, première partie. Alors, vous le savez peut-être, fin septembre, je crois que c'était le 22 septembre, Cassim, Microsoft a fait un event Surface, et donc ils nous ont présenté toute la nouvelle gamme de matériel, et finalement, comparé à l'année dernière où ça avait été plutôt morne, cette fois-ci on a eu des nouveautés, quand même des choses plutôt sympas. Bah oui, clairement oui. Là, il est plus question de parler de Surface 7 Plus Pro machin qui n'améliore rien et sont que des petites révisions. Là, on a une vraie nouvelle gamme de produits pour coïncider avec le lancement de Windows 11. Donc il faut avoir des produits qui donnent un peu envie et qui fassent une belle vitrine, quoi. J'ai pas fait le lien. Tu penses que c'est lié à Windows 11 le gros refresh? Ça, j'avais pas fait le lien. Ah bah oui, bien sûr, oui. Tu penses vraiment que c'est lié à Windows 11? Ah oui, tout est fait pour... Enfin, le même jour, il y a les surfaces qui sortent, Windows 11 et la nouvelle version d'Office, quoi. Ah, d'accord. Donc mais... tout a été fait pour coïncider, quoi. Oui, alors ça a été mis en concordance, mais c'est pas parce que Windows 11 sortait qu'ils ont fait des si gros refresh. Enfin, c'était l'idée. Là, après, ils les ont calés en même temps, mais... Je pense quand même que... Alors oui, je pense que... D'une part, ça tombe bien pour eux, mais en même temps, je pense qu'il y a certaines nouveautés. Je pense au fait qu'il y a beaucoup d'écrans qui passent à 120 Hz, qui sont faits pour tirer profit du fait que Windows 11 va mieux gérer justement les écrans qui vont jusqu'à 120 Hz en fait. Par exemple. Donc je pense qu'il y a quand même, il y a un peu des deux, il y a un peu d'une bonne gestion de feuille de route qui fait que ça tombe bien, et en même temps il y a des fonctions, je pense, qui ont été quand même pensées pour ou en conjointement avec Windows 11, quoi. D'accord. Ok. Donc là, c'est vrai que tous les produits dont on va parler, sauf l'appareil mobile, enfin l'appareil téléphonique, sont des appareils qui seront livrés avec Windows 11 dès leur sortie. On est bien d'accord? Ouais. Il y a une exception. Il y a la Surface Pro X de nouvelle génération avec le modèle 4G.
qui sera livré sous Windows 10 avec une mise à jour vers Windows 11 prévue dans les mois à venir. C'est quoi l'excuse ? D'accord. On sait pas. Probablement que le modem 4G est moins bien géré par Windows 11 pour l'instant en termes de pilote et donc ils veulent attendre. Bon, ok. D'accord. C'est étrange. Oui, bon, mais pas. Globalement, tous les produits sont sur Windows 11. Voilà. Bon, on commence avec le premier, peut-être celui qui marquait le plus la nouveauté. Moi, je l'ai trouvé vachement intéressant. C'est le Surface Laptop Studio, celui qui achève le Surface Book. Cet appareil hybride, vraiment, qui reprend un peu l'idée vraiment de Surface qui innove, qui propose de nouvelles manières d'utiliser la machine. Ce Surface Laptop Studio, Cassim, est-ce qu'on peut dire que c'est un portable qui peut faire un portable avec un écran qui pivote, enfin, je sais pas dire, qui glisse sur le clavier? Oui, c'est dur à expliquer avec des mots, c'est plus facile à montrer. C'est tout simple, mais il y a beaucoup plus simple. Donc il s'appelle le Surface Laptop Studio. Donc tu prends un Surface Laptop, c'est un PC portable classique, et tu lui ajoutes ce qui fait la spécificité du Surface Studio, donc le PC de bureau. Et c'est-à-dire son écran, et il tourne. En fait, il pivote exactement de la même façon que l'écran du Surface Studio, c'est-à-dire que tu peux le ramener devant toi par-dessus le clavier et la souris pour en faire une sorte de table d'architecte, un petit peu de table de dessin, quoi. Mais de tablette graphique ? Oui, mais l'inclinaison fait que ça ressemble à un pupitre un peu d'architecte en fait, en gros. Ouais, on peut quand même le mettre en mode tablette, il me semble. Je suis pas sûr, je crois pas. Non, je crois qu'on peut pas. Tu crois pas ? Je crois que le mode le plus incliné possible, c'est un mode chevalet comme le Surface Studio justement. D'accord. Parce que je me demandais si on pouvait pas quand même avoir un petit peu ce qu'on avait avec le Surface Book, ce mode tablette où on pouvait retourner l'écran. L'écran il est très 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 appuyé et donc ça devient quasiment une tablette. Hein. Il y a un petit angle d'inclinaison qui fait que c'est plus simple de dessiner au stylet dessus ou d'écrire. Ok. Donc à part, non, c'est quand même la grosse nouveauté qui est quand même assez géniale, je trouve. On a quoi dessus sur ce Surface Laptop Studio ? Alors, on a un processeur un processeur Intel de 11e génération, mais un processeur c'est les processeurs H35, c'est-à-dire c'est les processeurs qui sont très performants. Si vous vous rappelez des cours de processeurs, il y a d'un côté les processeurs U, qui sont très basse consommation pour les ultra portables, et il y a les processeurs H qui sont plus performants, mais qui demandent plus de jus et qui du coup demandent plus de refroidissement aussi et prennent plus de place. Donc là c'est les processeurs justement de série H, et c'est la grande différence avec le Surface Book qui, comme la tablette se détachait, était obligé d'avoir des processeurs de série U. Et en fait, très facilement, en fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que le PC sera beaucoup plus performant que ce que proposait Surface avant. C'est même le PC le plus performant que n'a jamais proposé Microsoft dans une Surface, même par rapport au Surface Studio, mais parce que le Surface Studio était vieux par rapport en termes de hardware, par rapport à sa génération, donc c'est plus simple. Ouais, je me rappelle des cartes graphiques qui étaient intégrées au Surface Studio, c'est des trucs qui étaient quand même assez vieux déjà quand c'était sorti, alors que là on est sur une 3050 Ti là-dessus, je crois. Justement, tu parles donc carte graphique, c'est une carte graphique externe, c'est quoi qu'il y a dedans ? Non, intégré. Alors, dédié. Intégré, je veux dire, c'est ça dédié. Que je veux dire, oui, c'est le nom. Donc oui, c'est une puce graphique dédiée, séparée du processeur, qui est une GeForce RTX 3050 Ti. Alors je pense que c'est en option, j'ai plus les configurations en tête, mais je pense que évidemment il y a des configurations, peut-être en termes de prix, les moins chers n'auront peut-être pas la puce graphique, mais oui, au meilleur de sa forme, donc tu as un processeur Intel qui est assez performant et une puce Nvidia de dernière génération. Alors la 3050 Ti, c'est le bas du panier de ce que peut proposer Nvidia sur la dernière génération. Ouais, enfin, ça commence à être un truc qui envoie du pâté. Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même une RTX, donc c'est-à-dire qu'elle a la puissance de l'intelligence artificielle, par exemple, pour améliorer l'image. Il y a le ray tracing qui est intégré. Ça reste une carte graphique très récente et très moderne. Et donc, l'écran est très haute définition, donc tu ne pourras pas jouer forcément au jeu à fond, mais tu pourras au moins jouer sur les options et faire tourner correctement des jeux quand même relativement modernes. Donc c'est quelque chose de tout à fait performant. En tout cas, très haut de gamme, quoi. Y a des concurrents qui proposeront mieux en termes de performance, avec des cartes graphiques plus véloces ou des processeurs AMD par exemple, mais ça reste relativement honnête. Alors comme souvent, le problème c'est que là on n'a pas les prix en français, en France en euros. Oui. Et donc malheureusement, comme souvent avec Microsoft, il faut craindre un peu des prix un peu élevés par rapport à la concurrence.
Mais je trouve que sur le papier, les caractéristiques du produit sont quand même intéressantes. Oui. Il y a juste un petit défaut que vous aviez relevé dans votre article là chez Frandroid, c'est l'absence de lecteur SD. C'est vrai que c'est le genre d'appareil qui pourrait être utilisé par des photographes. Et quoi de plus facile que de sortir sa carte SD de l'appareil photo et de la brancher directement sur son ordi. Surtout que le Surface Book, pour le coup, avait ce fameux lecteur de carte SD et je trouve que c'est vraiment dommage. D'autant que, par exemple, il se murmure que le MacBook Pro, qui a justement abandonné tous ses ports pour avoir juste de l'USB-C, va revenir en arrière en fait et va proposer a priori sur la prochaine version, si les rumeurs se confirment, un lecteur de carte SD. Et clairement, j'ai l'impression que le marché, en tout cas pour les professionnels, le marché très haut de gamme, revient un peu sur ce côté on supprime tous les ports. Ils ont bien compris que, comme tu le disais, les cartes SD c'est quand même pratique pour un professionnel. Et là c'est dommage. Parce que je connais pas du tout le marché des appareils photo, mais j'imagine que ces trucs-là ils sont pas encore connectés à un compte cloud ou je sais pas quoi, ils doivent être encore local. Okay. Non, pas du tout. Puis ce serait c'est pour ça. Voilà. Tu peux avoir des appareils qui sont connectés, mais c'est tellement plus facile pour importer tes photos. Je vois dans Lightroom par exemple, tu mets ta carte SD dans ton lecteur, Lightroom reconnaît le lecteur, il te propose d'importer directement. C'est que en fait le cloud c'est super long en fait pour des contenus photos ou vidéos qui fait facilement plusieurs centaines de mégaoctets dès que tu prends quelques photos, parce que c'est des photos en RAW de très haute qualité. Oui, généralement t'es entre 20 et 50 mégas la photo, donc t'as vite fait de faire 1, 2, voire 10 gigas. Hein. Ouais, je vois. Donc clairement ça aurait été pratique. Après côté connectique par contre on va pouvoir commencer à parler de l'une des grosses nouveautés de cette nouvelle gamme Surface, le Thunderbolt, le fameux le Thunderbolt ou Thunderbolt. Enfin. Donc ça y est enfin le truc, je me rappelle que je rouspillais dessus, j'étais dans une chambre d'hôtel, je crois que c'était quand ils avaient présenté, je sais plus, il y a un très très vieux Surface je rouspétais sur le fait qu'ils n'étaient pas passés à l'USB-C. Donc là ça y est c'est fait. Ils ont plus d'excuses, ils ont arrêté de dire que c'était des problèmes de sécurité ou je sais pas quoi. Donc ils ont toujours leur port Surface Connect pour l'alimentation, mais en plus tu as des ports donc Thunderbolt 4, donc la toute dernière norme de chez Intel, ce qui est la meilleure connectique qui existe au monde, puisqu'elle permet alors les débits sont super élevés, tu peux recharger ton PC avec et tu peux brancher des écrans. Je prends mon chargeur de téléphone de mon dernier Pixel, n'importe quoi, je le branche, je charge la Surface avec ? Ou je prends un chargeur spécial ? Alors, oui et non. Éteins-toi allumer ta Surface. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le chargeur de ton téléphone, il sera pas assez puissant, probablement, si c'est un Pixel par exemple, pour charger un PC, surtout le Surface Laptop Studio. Parce que souvent même allumé. Ouais. Disons qu'il y a éteint, il va le recharger très très lentement, voire pas le recharger. D'accord. Et mais par contre, c'est plutôt, alors soit tu as un smartphone qui est beaucoup plus récent et typiquement un smartphone chinois avec un chargeur un peu puissant qui fait par exemple 60 ou 100 watts. Là oui, il y a pas de souci, il va charger le PC. Ou au moins à minima le maintenir, c'est-à-dire que si tu es en train de l'utiliser, il va pas se décharger. Et surtout c'est l'inverse qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter un chargeur USB-C de 120 watts par exemple au meilleur de la norme, et ce chargeur tu pourras le prendre pour charger ton téléphone comme ton PC en fait, qui peut le plus peut le moins. Tu peux utiliser un chargeur qui est très puissant pour charger ton téléphone prendra que ce qu'il a besoin. D'accord, donc c'est intelligent. Oui, c'est ça, c'est plutôt dans le sens inverse que ça va fonctionner, que on va pas utiliser nos chargeurs de smartphone pour charger nos PC portables, mais on va plutôt utiliser nos chargeurs de PC portables pour charger nos smartphones, en gros. D'accord, c'est très bien, ça déjà, ça fait moins de câbles pour tout le monde et ça va dans le sens de l'histoire avec l'Europe là. Clairement, ça veut dire que tu vas pouvoir, si tu t'équipes ou si t'es déjà équipé, tu vas pouvoir avoir qu'un seul chargeur ou qu'une seule batterie externe qui sera capable de charger tous tes appareils, et ça c'est plutôt cool quoi. Bah oui, c'est pratique. Après, il faudra avoir assez de câbles aussi. Mais bon, ça risque de charger quand même assez rapidement. Oui. Donc là, on est sur une entrée de gamme qui serait vendue $1 600. Ouais. Bon, on n'a pas les équivalents encore en Europe, mais on verra bien ce que ça donne. Et pour la France, c'est dispo normalement janvier 2022, c'est ça hein? Début 2022. C'est vrai, moi j'ai traduit janvier. Mais... ouais, tu es optimiste. On va dire premier trimestre. On fera peut-être un point... Bon, non, je vais le faire maintenant du coup.
Alors, donc ça a été annoncé, comme on l'a dit, ça a été annoncé le 22 septembre. Ouais. Depuis, la Chine a quelques problèmes de production et on est au devant d'une belle grosse pénurie de composants et de produits informatiques. Encore ? Donc, ouais, alors, puis visiblement, c'était gentil ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire que d'une part, le taux du cuivre a bondi et le cuivre est utilisé dans toutes nos cartes mères, etc. Donc, pour le refroidissement, etc. Donc, l'explosion du prix risque d'avoir des problèmes. On a les circuits de distribution, enfin le transport maritime qui a explosé en termes aussi de tarifs. Et donc surtout pour les problèmes de pénurie, ça va être surtout le fait qu'en ce moment, la hausse du prix du charbon fait que la Chine a du mal à produire assez d'énergie en électricité parce qu'ils ont des usines à charbon pour alimenter tout le monde. Et du coup, les usines sont rationnées, donc ne peuvent fonctionner que quelques jours par semaine. Donc autant vous dire que ça va être compliqué dans les prochaines semaines, voire jusqu'à mi-2022 a priori, d'avoir des produits qui soient en stock de façon fiable, on va dire. Donc là, tu veux nous dire, Cassim, c'est pas le moment de casser son matériel informatique, faut le garder là. Ouais, et c'était un peu déjà le cas depuis un an et demi, et malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer. Et là, donc, du coup, le côté, on verra début 2022 quand il sortira en France. Bah, j'espère qu'ils ont prévu. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ce sera peut-être pas ce sera pas vraiment la faute de Microsoft s'il sort tardivement en France. Ok. Bon, on va laisser ce bel appareil quand même qui est super intéressant et on va passer à... Alors, est-ce que c'est le vrai premier modèle après le proto ? C'est le Surface Duo, alors 2, qui s'appelle 2, mais en fait c'est vraiment le premier quoi, qui sort. Lui, cette fois-ci, vous savez, c'est le smartphone qui se plie avec 2 écrans chez Microsoft. Donc ce Surface Duo 2 possède un processeur moderne, c'est le Snapdragon 888, je crois que c'est le dernier qui est sorti pour l'instant. C'est ça, à peu de choses près, oui, non mais c'est le mieux, il n'y a pas à cracher dessus quoi. Voilà, il a la 5G, le NFC, un appareil photo avec 3 objectifs, il a un écran qui est incurvé au centre, qui a l'air sympathique, et moi ce que j'ai bien aimé, c'est que quand vous pliez votre Surface Duo, l'écran incurvé va servir il va vous afficher des notifications, donc ça c'est quand même assez sympa. Oui, d'ailleurs... voilà, mais... D'ailleurs, juste, la fonction s'appelle Glance, donc j'ai trouvé ça... ça me rappelle quelque chose, je trouvais ça rigolo. Il n'y avait pas ça sur les Lumia ? Donc, petit clin d'œil quoi. Entre autres. Honnêtement, c'est le truc qui me donne envie pas sur le téléphone. Le reste, je m'en fiche des 2 écrans, tout ça. Mais le petit machin avec les lumières bleues, j'ai fait avec les petites notifications, je fais c'est joli ça. Ouais. Et par contre, c'est 1 600 €. La sortie, normalement annoncée le 21 octobre, Florian. Donc, ça c'est pas juste ça. C'est joli, mais ça restera chez Microsoft. Voilà. Alors, tu veux pas le tester ? Gratuitement, je veux bien, mais bon, voilà. Non, à tes frais, bien sûr. Il va falloir un gros Patreon. Ça, pour moi, c'est quand même le gros problème de Microsoft, c'est qu'en plus, pour l'instant, sur le premier, ils n'ont pas été très bons au niveau suivi des mises à jour, tout ça. C'était assez le désert, ça tombait un peu au hasard, on sache trop ce qu'il y a dedans et quand. Pour moi, à ce prix-là, il faut que ce soit supporté pendant... Enfin, supporté, c'est pas... Comment dire en français, il faut que ce soit aussi, non ? Soutenu, oui, supporté, ça se dit. Bon, c'est pas très très français. Maintenu. Maintenu, enfin bref. Pour moi, il faut que ça tienne des années, et en plus, il faut qu'on ait des mises à jour majeures rapidement. Et pour l'instant, le premier, c'était pas le cas. Alors, à ce prix-là, moi, j'attendrai d'être sûr que cette fois, ils vont mettre le paquet. Oui, tu attends un service premium qui accompagne le matériel, parce que le matériel en lui-même, est-ce qu'il vaut vraiment 1 600 $? Euros, pardon. Après, Surface, tu payes la marque, tu payes le design, tu payes l'innovation. Ça me choque pas tant que ça. Bon, moi, je ne mettrais pas ça dans un téléphone, mais le tarif en soi ne me choque pas. Après, il faut qu'il y ait un service premium derrière, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y est clairement pas au niveau du Surface Duo. Je trouve que 1 600 € c'est hors de prix pour un smartphone, mais je vais donner le point à Microsoft dans le sens où là, au moins, la fiche technique suit l'ambition tarifaire, on va dire. Parce que je trouve effectivement que le design et les caractéristiques sont au niveau, et que Samsung, sur leur Galaxy Z Fold, donc leur smartphone pliable qui se veut finalement un peu un concurrent de ce genre de produit, est sur la même tranche de tarif. Donc du coup, après, moi je trouve que Samsung est numéro 1 du marché, donc ils peuvent se permettre de mettre les tarifs qu'ils veulent, et Microsoft en tant que challenger devrait être un peu plus agressif.
Mais, c'est sûr. mais au moins ce tarif se défend par rapport à la première génération qui était hors de prix pour aucune bonne raison. Là, au moins, il y a une vraie proposition. Et quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Microsoft, au moins, c'est d'avoir un Surface Duo qui est différent de la concurrence, qui est unique sur le marché, quoi, ce produit. Et peut-être en bien, parce que vu le nombre d'écrans incurvés qui se cassent, qu'on voit se casser au milieu, au moins chez Microsoft, c'est 2 écrans à part, tu n'auras pas ce problème-là. Et moi, je pense que leur parti pris, ils défendent leur parti pris en disant que le fait d'avoir 2 écrans en fait va vraiment te motiver à avoir du multitâche, ce que ne ferait pas un seul écran pliable. Je pense que ça se défend. Et que la proposition est intéressante. Moi, j'aimerais bien le tester. Donc on verra si j'ai la chance de le tester. Mais ouais, j'aimerais bien le tester. Faut que tu sois gentil avec eux. Mais juste comme il faut. Allez, on continue. Alors, on va passer sur un appareil qui est peut-être un petit peu moins fun. C'est un refresh cette fois-ci. C'est la Surface Go 3. Alors, la Surface Go 3, on n'a pas beaucoup de changements. On a les mêmes ports, un processeur un petit peu différent. On a la grosse version qui a un processeur Intel i3 de 10e génération. Donc là, on a quand même du matériel qui n'est pas tout neuf. Donc cette grosse version est accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de SSD pour 679 €. Et l'entrée de gamme avec un Intel Pentium Gold de 6500Y, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est vendu 439 €. Et là par contre, bien sûr, vous n'avez pas la cover de fourni ni bien sûr le stylet. Donc là, vous rajoutez facilement 200 €. Je trouve que ce produit est toujours aussi problématique. C'est-à-dire que vraiment, sur toutes les pubs de Microsoft, ils mettent le clavier avec. Parce que c'est dans l'ADN du produit. Pour qu'une surface soit intéressante à utiliser, il faut le clavier avec. Le stylet, encore, je peux le comprendre, qu'ils sont en option. Mais... Non, mais là, il faudrait que le clavier soit clairement vendu à ce prix-là, et même, je pense, le stylet. Mais c'est pour que tu puisses choisir ta couleur. Bien sûr. Non, arrête. Et alors, je veux rappeler que la version à 439 €, donc avec 64 Go de stockage, alors sachant que 64 Go de stockage, c'est un foutage de gueule avec l'OS dessus, en 2021. Au-delà de ça, c'est 64 Go de stockage en eMMC, donc c'est toujours la mémoire ultra lente. Donc du coup et en plus sur Windows 11 qui a monté les specs légèrement de minimal. Oui, je veux dire, même l'iPad qui est à 389 € et en 64 Go avec une mémoire plus rapide que ça. Moi, en fait, là, c'est vraiment. Je crois qu'il n'y a jamais un monde où je ne conseille pas un iPad à la place de ce produit, en fait. C'est-à-dire que. Je comprends l'intérêt d'avoir une tablette sous Windows. Je suis le premier à dire que c'est cool d'avoir Windows parce que tu peux avoir plusieurs fenêtres, etc., les logiciels, machin. Parce que c'est un PC, quoi. Mais sans le clavier, non. Et le truc, c'est que du coup, ça veut dire qu'il faut prendre. Comme la version à 439 €, elle est toute pourrie, il faut prendre la version à 679. Tu rajoutes 100 €. Ça te fait un PC portable à 780 €. À 780 €, il y a des PC portables qui sont 1000 fois plus intéressants que ceux-là, quoi, qu'une Surface Go, quoi. Après, t'as un form factor qui est quand même assez particulier, que t'as pas partout. Ouais, mais éventuellement, ça fait cher le form factor. 100 €, tu peux trouver des tablettes, des PC 2 en 1 avec un écran tactile pas trop mal, et à mon avis, qui sont plus utiles que ça. Ça, je sais pas, je connais pas ce qu'est le marché du 2 en 1 à 800 €, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 700 €, t'as des ultra portables avec écran OLED, processeur dernière génération, plus de stockage, et bon, alors ce sera un ultra portable. Il n'aura pas le même form factor, effectivement. Il n'y aura pas le côté un peu cool, surface, fun à utiliser, quoi. Mais c'est un produit qui sera beaucoup plus durable, de bien meilleure qualité, avec un bien meilleur écran. C'est compliqué. En fait, il faut peut-être même mieux prendre une version un peu plus discountée de la version de Pro de l'année dernière que cette version, que ce truc-là de cette année, au final. Si on peut, oui. Parce que finalement... Ouais, tu vois, moi j'ai eu la Surface Go 2, je l'ai acheté d'occasion, mais elle avait été testée 3 semaines à 350 €, la grosse version avec cover. Et là, à ce prix-là, tu dis oui, là, ça vaut le coup. À 350 balles, tu dis c'est clair, c'est top, quoi. En fait, je trouve ce qui est fou, c'est que évidemment que Microsoft, ils veulent gagner de l'argent, etc. Mais c'est le genre de produit qui devrait être ultra accessible, en fait. Et ce qui est fou, c'est que, bon, on est d'accord que Apple, c'est pas la société
la plus charitable au monde. Ils aiment bien gagner de l'argent. Mais pourtant, ils se mettent à faire des produits moins chers. Et l'iPad tout court, vraiment, j'insiste, mais l'iPad tout court qui est ni pro ni machin, il coûte 389 € neuf, avec 64 Go de stockage, et il a un processeur de dernière génération qui est ultra performant, et il n'a pas besoin de clavier parce que c'est un iPad et que c'est une tablette qui a un bon écosystème de tablettes. Mais vraiment, le produit est bien plus fonctionnel et bien plus intéressant, et il est pas cher, quoi. 389 € je trouve, c'est raisonnable. Je savais même pas qu'Apple avait des trucs aussi peu chers. Oui, non mais vraiment, c'est leur produit. C'est le produit que j'arrive à recommander assez facilement parce que justement il a un rapport qualité-prix qui est plus intéressant que beaucoup de produits Android ou Windows, quoi. Ce qui est bizarre à dire pour du produit Apple. Mais du coup, moi je trouve que Microsoft devrait appliquer cette stratégie sur le Surface Go 3. Il faudrait presque qu'ils le vendent à prix coûtant. Ouais, c'est ça. Oui, clairement. Ça, c'est vraiment le produit pour faire venir les gens dans la gamme Surface, quoi. C'est ça. Voilà. On est d'accord. Bon, on va quand même passer à sa grande sœur, qui est quand même, elle, beaucoup plus intéressante. Oui. Parce qu'on s'étale sur quelque chose de pas si intéressant que ça. C'est la nouvelle Surface Pro 8 qui est sortie. Alors, vous connaissiez depuis la 1 jusqu'à la 7, on avait quasiment la même taille d'écran, quasiment de la 3 à la 7. Toujours les mêmes bordures. Pardon ? On dit de la 1 à la 7, c'est de la 3 à la 7. Ouais, la 1 et la 2 n'étaient pas non plus... Je ne t'aurais pas coupé au milieu de ton discours pour te corriger, mais je soutiens la correction de Florian. Les deux premières générations sont quand même très différentes et très petites par rapport à c'est à partir de la 3 où c'est grand. La taille est plus petite, mais on a toujours ces grosses bordures qui étaient présentes. Non, mais c'était même pas le même format d'écran, la 1 et la 2. Oui. T'avais pas tout à fait le même ratio, d'accord, oui. Bon, mais je trouve qu'au niveau des changements qu'on voit arriver sur cette nouvelle, on a vraiment un gap qui se fait, pour moi, entre ce qu'on avait entre la 1 et la 7, même si pour vous, ça serait plutôt entre la 3 et la 7. Mais on a cet écran de presque 13 pouces qui est là, qui est affiné sur les bords droite et gauche, un peu moins en haut et en bas, mais ça, c'est pour la caméra en haut et puis pour le positionnement du clavier en bas. Ouais. Voilà. Et cet écran qui est toujours aussi beau, puis qui passe en 120 Hz, donc comme les écrans gaming un petit peu. Et on voit arriver, Cassim, enfin des ports Thunderbolt 4 aussi en USB-C sur cette machine. Il y en a 2 qui sont là. Incroyable. Oui, non, mais c'est clairement, ils ont pris le châssis de la Surface Pro X. Et ils ont mis des caractéristiques plus intéressantes et surtout un processeur Intel pour que ce soit une vraie Surface Pro, quoi. Ouais, avec un processeur Intel de 11e génération, donc on n'est pas sur du tout neuf, ouais. On a une génération de décalage. Bon, voilà. Moi, à la puissance près, c'est la première fois que j'ai l'impression que ce serait intéressant de remplacer ma Surface Pro 4. Donc oui, clairement, on voit le saut là. Oui, c'est ça. Il y a un gap là. Ouais. Pour moi, clairement, en fait, je vais aller dans ton sens, Guillaume. C'est que pour moi, on est sur la 3e génération de Surface Pro, en gros. Après, donc la première génération serait les Surface Pro 1 et 2, la deuxième génération serait la Pro 3 et la Pro 7, et là on arrive à la 3e génération. En tout cas, je vais dans ton sens dans le côté où c'est historique comme changement, et clairement le produit, moi je pense qu'il est très intéressant pour beaucoup de monde, à part si vraiment on vient d'acheter une Surface Pro 7, globalement, et si on est toujours intéressé par le form factor Surface Pro, c'est le moment de changer, quoi, pour moi. C'est clair. Par contre, premier prix entrée de gamme, 1179 €. Ouais. Donc ça va piquer un petit peu plus, je sens, que ce qui se faisait avant. Ouais. J'ai l'impression que Microsoft monte les tarifs. Il finira par avoir des promos sur ces appareils-là, comme toujours. Si on n'est pas pressé, ça se finit par se trouver. Ouais, ça reste. Petit à petit, il fut un temps où la Surface Pro a commencé à 800 €. je rappelle. C'est ça. Quand ça Après, c'était un petit processeur i3. Ça. Oui, mais c'était une version amoindrie et tout, mais voilà, elle existait, quoi. Là, c'est vrai que ça monte, c'est vrai. 1200 €, pam, le tarif entrée de gamme, il fait mal, surtout que à ce prix-là, on a quoi comme stockage et comme caractéristique, c'est pas non plus la panacée, encore une fois. Non, je pense qu'on doit avoir 128. Hein. C'est ça, alors 128 et 8 Go de RAM, je trouve ça dommage quand même sur un produit aussi cher, encore une fois, sachant qu'il n'y a toujours pas le clavier ni le stylet fourni, et qu'il faut rajouter, je crois, 200 €, quelque chose comme ça, pour 280 € pour avoir le clavier avec le stylet fourni dans le clavier. Et question clavier, on est rétro-compatible, forward-compatible, on en est où dans ces trucs-là? Ils ont changé tout? On a gardé la même chose?
Je me suis pas renseigné. Je crois qu'il faut. Enfin, c'est compliqué de garder l'ancien puisque c'est un nouveau format de tablette, donc ça aurait une gueule un peu bizarre. C'est possible. Moi, je fais l'hypothèse que ton clavier, le vieux, tu dois pouvoir le mettre, mais il doit pas couvrir correctement l'écran. Exactement. Ouais, d'accord. Donc encore une fois, c'est un vrai saut parce que ça faisait un moment que c'était compatible avec clavier aussi. Oui, mais de la 3 à la 7. Je trouve ça légitime là de le changer. Mais par contre, il est compatible avec la Surface Pro X. Enfin, si t'avais une Surface Pro X, tu peux garder ton clavier. C'est le même, vu que c'est le même form factor. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... moi, c'est l'appareil que j'ai trouvé vachement sympa pour le quotidien. Après, c'est sûr que le Surface Laptop Studio, il est bluffant. Mais le côté... Moi, je trouve que le Surface Pro 8, c'est le produit le plus intéressant. Parce que le Surface Laptop, c'est très niche. Enfin, c'est très... Enfin, faut avoir le besoin, le budget, etc. Surface Pro 8, je trouve vraiment le côté, en plus, très fin, emporté partout... Enfin, pour peu que tu puisses te faire plaisir et mettre le budget pour avoir ton clavier, ton stylet, la bonne configuration, c'est vraiment une machine sympa, je pense. Ouais. D'ailleurs, je pense à ça. Autant moi, un Surface Book, ça m'aurait éventuellement intéressé. Je pense que le nouveau, la Surface Laptop Studio, en fait, je vois pas ce que je ferai avec. En fait, c'est un peu le. C'est presque un appareil de démo pour montrer les capacités de l'équipe Surface. Pour moi, je me dis que j'arriverai pas à utiliser ce machin-là en fait. Oui, mais parce que t'es pas la cible. Oui, c'est ça. Mais autant sur Facebook, j'aurais pu être la cible. Je trouve qu'ils ont perdu quelque chose en route, mais bon, c'est dommage. Ouais, mais ils ont sorti le Surface Laptop tout court aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est que, à mon avis, on est obligé de l'utiliser à l'envers pour utiliser l'écran tactile. Non mais mais alors là tu commences à vouloir absolument, enfin tu commences à être dans une niche de niche quoi. C'est-à-dire que pour moi je pense, comme le dit Guillaume, le public qui est intéressé par entre guillemets le form factor d'un Surface Laptop Studio, mais qui a pas le besoin stylet, chevalet, artiste, truc haut de gamme, c'est un public qui aujourd'hui peut être satisfait par le Surface Laptop en 15 pouces. Tu prends la grosse config et roule. Hein. Je pense que là, tu tombes dans une faille quand même qui est assez fine. C'est parce que moi, je suis toujours en train d'utiliser mon PC avec l'écran ouvert à plus de 90 degrés, un truc comme ça. Donc, mais à ce moment-là, tu as la Surface Pro. Si tu veux un truc plus ouvert, tu as la Surface Pro. Tu vois, oui, bien sûr. Mais... Donc si on conclut un petit peu sur cet event Microsoft, on peut dire que cette fois-ci on a eu du beau. C'était quand même un event intéressant. Je trouve que c'est une vraie nouvelle génération de produits. Après je trouve ça... J'aimerais bien que... je suis presque... peut-être que je suis trop gourmand, mais j'espère qu'ils vont rapidement renouveler les Surface Laptop justement. Parce que du coup ça donne un peu un côté bizarre où certains produits sont très vieux vraiment dans la gamme. Le Surface Studio, oui, le studio, le laptop un peu moins, mais je trouve qu'il fait moins désuet que le reste. Je te l'accorde, il fait moins désuet, c'est moins urgent, juste je pense que ce serait quand même intéressant au bout d'un moment de le renouveler pour avoir Windows 11 Direct, etc. Et puis c'est plus... en fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'un gros redesign. Je pense que c'est plus en termes de... À part passer à du Thunderbolt 4, c'était au moins avoir des processeurs plus récents. Et pareil pour le Surface Laptop Go. Mais c'est surtout non, c'est vraiment le Surface Studio 2 quand même qui coûte 4000 € et qui est vraiment... qui a terriblement vieilli, quoi. C'est un Core i7 de 7ème génération. C'est celui qui passe pas. On en est à la 11e. C'est celui qui devait pas passer sous Windows 11, mais Microsoft ils ont amendé leurs conditions juste pour que lui il puisse passer quoi. Donc c'est clairement avec des GTX de génération 10, tu vois, même pas, c'était pas des 900 et quelques les GTX qu'il y avait. Alors ça c'était sur le premier Surface Studio. Avec le Studio 2 ils sont passés à la GTX 1060 et 1070 quand même. Mais ça reste très vieux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Pour 4000 €, c'est clair que c'est abusé. Après t'as un écran de dingue. Oui, mais ça reste une hérésie. Mais le même écran de dingue avec une RTX, tu vois, et un Core de 11e génération, tout de suite c'est devient beaucoup plus intéressant, quoi. Donc en plus je pense pas qu'elle ait besoin pour le coup d'un redesign autre que juste changer les composants en haut. Le produit en lui-même, le design, il est parfait déjà de base, je trouve, le côté table géante comme ça, sur lequel tu peux dessiner, etc. Enfin, il est incroyable le produit.
Après, peut-être que sur l'arrière, il pourrait essayer de s'inspirer un peu plus de ce qui se fait sur les surfaces, d'avoir peut-être une homogénéité un petit peu de la partie arrière. Oui, je sais pas, c'est une idée. Il y a des trucs à faire. Je pense que le connecteur d'alimentation, il pourrait peut-être le moderniser aussi pour peut-être le standardiser avec le reste des surfaces. Enfin, il y a peut-être des choses à faire. Ouais. Mais ça, c'est chipoté, tu vois. Enfin, le stylet, il faut le faire passer. Oui, clairement, t'as raison. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que du coup, sur la nouvelle gamme, tout est presque neuf, sauf Surface Studio, qui pourtant est censé être le haut de gamme. Mais sinon, enfin, pour le reste, après, ils peuvent pas tout renouveler tout le temps en même temps, et du coup, je trouve que c'est déjà une belle étape, quoi. J'ai hâte j'imagine que l'an prochain, ils compléteront la gamme, quoi. C'est ça, peut-être que l'an prochain on aura justement le Surface Studio et le Surface Laptop en nouvelle version. Une petite remarque bizarre, vous trouvez pas que ça devient compliqué peut-être pour... Même moi je commence à avoir du mal, est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les gens, tous ces numéros de version qui sont complètement désynchronisés de nos jours? Si, il y a du 1, du 2, du 3 en même temps, c'est plus trop où on en est là. Moi c'est un retour qu'on m'a fait plusieurs fois, enfin c'est même pas tant une histoire de chiffres, même si ça peut y contribuer, que juste la différence entre Surface Go, Surface Laptop Go, Surface Pro X, Surface Pro 8, Surface Laptop, Surface Laptop Studio, ça commence à faire compliqué pour les gens de savoir à quoi correspond quel produit. Le fait qu'en plus, alors moi dans ma tête c'est assez limpide, mais le fait qu'il y ait des produits qui soient au même tarif, c'est-à-dire que la Surface Pro X, la Surface Pro 8 et le Surface Laptop sont globalement au même tarif, quoi. Oui. Ah tiens, je pensais que le laptop était moins cher. Non, mais il a le clavier. Non, oui, voilà, c'est ça en fait. Le principe, c'est que pour moi, c'est deux branches parallèles en fait. L'arbre, il se termine en haut par le Surface Studio, il commence par la Surface Go et le Surface Laptop Go, mais en bas, c'est deux branches parallèles en fait. Avec à chaque fois d'un côté les tablettes et de l'autre côté les laptops, quoi. En gros. Je le vois un peu comme ça. Ouais, d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Et côté RM, on a un refresh donc de la Surface Pro X. Oui, mais c'est pas un vrai refresh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. C'est juste qu'ils intègrent Windows 11 par défaut sur la tablette et ils disent que c'est une nouvelle génération, mais sinon il n'y a absolument aucun changement. Ouais, d'accord. Ok. Super. Bon. Allez, on va rester là-dessus sur cette partie hardware et puis je te propose, Florian, quand même de rester avec nous pour la partie Xbox. Alors Cassim, cette fois-ci, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu tranquillou, c'est le passage en version stable de l'application Xbox. Donc cette nouvelle application Xbox, tu me coupes si je dis une bêtise, elle va permettre de pouvoir être utilisée sur Windows 10 et sur Windows 11, et si je dis pas de bêtises, elle va permettre aussi de pouvoir streamer sa console série X ou S vers son ordinateur. Exactement, c'est une des grosses nouveautés. C'est quelque chose qui n'était pas possible depuis le lancement de la Xbox, des Xbox Series. À l'époque, la Xbox One, pour la streamer sur un PC, il fallait utiliser l'application Compagnon Xbox, qui n'est plus mis à jour par Microsoft. Et cette application Compagnon Xbox ne permettait pas de streamer les Xbox Series, donc on était un peu bloqué. Les Xbox Series, tu pouvais seulement les streamer sur un smartphone ou une tablette, tu ne pouvais pas sur Windows. Donc là, c'est corrigé avec cette nouvelle application. En 2 clics, ça se fait, c'est très simple, et tu prends le contrôle de ta console et ça marche très bien. L'autre chose que ça intègre, c'est si tu n'as pas de console Xbox, tu peux directement streamer depuis le cloud. Donc c'est l'autre nouveauté de cette version. Et du coup, c'est la version qui sera installée par défaut avec Windows 11. Donc au moins maintenant, on a une application qui est vraiment fonctionnelle et qui permet d'accéder aux jeux, soit de les installer en local pour les jeux PC, soit de les streamer depuis le cloud, soit de les streamer depuis sa Xbox. Et ça, c'est assez super. Après, dans cette application, avec la nouvelle version stable, on a une stabilité améliorée, forcément, j'aurais envie de dire. Et puis la possibilité de streamer nos jeux en 60 fps, 1080 pixels. Ouais. Exactement. Voilà. Et alors moi je me suis surpris, enfin je vous invite, chers auditeurs, à tester, parce que moi je me suis surpris à faire du streaming depuis le cloud, si vous avez la connexion qui va bien. Moi je me suis surpris à le faire beaucoup plus souvent depuis cette mise à jour, que en passant par le site web, qui n'était pas forcément si fluide et si pratique à utiliser que ça. Je trouve que depuis l'application, vraiment en 2 clics, tu as lancé ton jeu. Et c'est notamment très pratique pour des jeux multijoueurs, je trouve, quand tu n'as plus forcément envie de l'avoir installé, ni sur ta Xbox ni sur ton PC.
d'avoir un jeu qui fait plusieurs dizaines de gigas, juste pour faire une partie multijoueur de temps en temps avec des amis, une fois toutes les 3 semaines. Autant passer par le cloud, encore une fois, si vous avez la connexion qui va bien. Qui va bien, ouais. Voilà, bon, on continue cette fois-ci avec des nouveautés qui sont arrivées sur les Xbox Series, c'est le Dolby Vision. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit encore un truc un petit peu juste pour pas grand chose, mais il semblerait quand même que Microsoft ait quand même beaucoup communiqué sur l'arrivée de ce Dolby Vision, et ils aient annoncé une centaine de jeux next-gen qui allaient être compatibles, qui n'étaient pas forcément encore compatibles, et le premier ce sera Halo Infinite qui sort quand là, au mois de décembre. C'est ça, il sort le 9 décembre je crois, quelque chose comme ça, ou le 8 décembre, enfin tout début décembre. Début décembre. Et vous parlez de ça, mais c'est quoi? Alors est-ce que tu peux nous expliquer, Cassim, un petit peu ce que c'est que ce Dolby Vision? Est-ce que vraiment ça va nous intéresser sur ces machines? Alors, ce que c'est que le Dolby Vision, c'est une norme, on va dire, de HDR. Donc le HDR, c'est la technologie qu'il y a sur de plus en plus de télé modernes qui permet en gros de faire jouer la luminosité et le contraste à des endroits différents de l'écran pour faire ressortir vraiment encore plus les couleurs. Et ça donne des scènes beaucoup mieux contrastées, beaucoup plus lumineuses et donc plus intéressantes, mais c'est quelque chose qui pour l'instant était réservé surtout au monde du cinéma, des séries télé. Donc c'est une norme, voilà, votre télé elle est certifiée Dolby Vision ou non. C'est une des meilleures normes de HDR. On peut avoir plusieurs niveaux en gros de qualité de HDR. Et les meilleures qualités, c'est de mémoire le HDR10+ et le Dolby Vision. C'est vraiment les deux labels les plus haute qualité. Et donc c'est la première fois que du Dolby Vision s'applique à du jeu vidéo. Donc c'est vraiment une première. Donc la Xbox est la première à l'intégrer. Et c'est une première que des jeux vidéo s'y mettent. Après, apparemment, sur certains téléviseurs, peut-être un peu plus anciens, mais qui sont quand même Dolby Vision, ça peut impliquer une augmentation de la latence. Donc si vous êtes un hardcore pro gamer qui voit les hertz défiler devant ses yeux, faudra peut-être désactiver la fonction pour désactiver le Dolby Vision pour garder la latence la plus faible possible. Mais si vous êtes plus un joueur normal, vous pouvez le laisser activer, je pense. Moi personnellement j'en suis loin puisque je n'ai même pas encore d'affichage 4K, donc moi le Dolby Vision... Il faut mettre les jeux à jour ou est-ce que c'est juste la console? Comment ça marche? C'est vraiment au niveau de la console que c'est géré. Les jeux vont le gérer automatiquement. Ça se fait... Alors après j'imagine peut-être qu'il y a des jeux qui proposeront de désactiver ou activer, mais en général ça va se faire assez automatiquement. La télé va le détecter et va faire la synchronisation avec la console en fait. En fait c'est la console qui va envoyer en gros les informations à la télé, de dire là mais tu mets de la luminosité, là tu mets du contraste, etc. C'est plus une norme d'affichage qu'une technologie de calcul d'image, génération d'images. C'est tout à fait une norme d'affichage, et du coup mais il faut que les jeux en gros si vous connaissez un peu en cinéma, il faut en gros masteriser entre guillemets les jeux. Il faut que dans la programmation du jeu, le jeu soit capable de te dire il faut qu'il y ait du HDR à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, quoi, en gros. Mais s'il y a que la Xbox qui fait ça, les gens le font déjà, ça? De quoi? Bah tu disais que... Ah oui, Microsoft le pousse, et les jeux sont en train de plus en plus d'avoir du HDR, donc je pense que le Dolby Vision c'est un truc en plus qui est pas forcément si compliqué que ça à intégrer pour eux. En plus il y a Microsoft qui a une fonction de Auto HDR sur la Xbox qui va être mis à contribution aussi pour ce Dolby Vision. Donc ça va aller pour le mieux, et j'imagine qu'à terme PlayStation va être obligé va bien s'y mettre, quoi, au bout d'un moment à le gérer, quoi. Même s'ils sont pas très... en 2065. Ouais, Nintendo ils l'auront jamais, mais Sony par contre alors Sony, le truc, ils en ont pas besoin. Sony ils sont un peu en guerre contre le standard, donc c'est pour ça qu'ils freinent un peu des cas de fer, mais parce que Sony il y a la casquette cinéma qui aimerait bien un peu pousser ses propres technos, quoi, en gros. Donc ils ont déjà pas le Dolby Atmos, à la place ils ont du 3D audio Sony. Et je pense que pour le Dolby Vision, pareil, ils vont vouloir avoir leur propre HDR. Mais j'imagine qu'à terme ils seront bien, ils y passeront bien, quoi.
Bon, on va peut-être pas rester Oui. sur ce Dolby Vision, on va passer à la suite parce qu'il y a eu un gros mois de septembre pour le Game Pass. Donc là, on est quand même que le 2 octobre, on peut encore jouer à tous ces jeux. J'ai pas compté, mais ça doit faire une vingtaine de jeux quasiment qui sont sortis sur le Game Pass. Et il y en a un qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Scarlet Nexus. Alors, qui a été présenté, je crois, par Phil Spencer. Non, pas par Phil Spencer, c'est quelqu'un de chez Xbox qui l'a présenté au Japon, là, pendant la conférence qu'il y avait là-bas. Oui, il y a eu plusieurs intervenants. Enfin, il y avait Phil Spencer aussi, mais il y avait plusieurs intervenants. Ils ont fait une. Ouais, mais là, c'est pas lui qui l'a présenté, je crois. C'est une dame, il me semble. Ça devait être Sarah Bond, du coup, qui gère justement le Game Pass et les relations avec les éditeurs. Ouais, mais je crois que c'est elle, ouais. Et donc, oui, il y a eu une pelletée de jeux, beaucoup de jeux indépendants ce mois-ci. Donc, notamment The Artful Escape, par exemple, qui est vraiment grosse. Il y a marqué indépendant dessus, quoi. C'est le jeu arty par excellence, puisqu'on joue un jeune guitariste qui veut devenir célèbre, un jeune musicien. Et tu joues comment là? Il te faut une guitare connectée? Non, pas du tout. Juste ta c'est manette vraiment suffit. un petit jeu narratif qui dure quelques heures et ta manette suffit. C'est plus une expérience psychédélique qu'autre chose. C'est très particulier, mais c'est à tester. C'est pas Guitar Hero. Non, c'est clairement pas Guitar Hero. Mais oui, clairement, donc celui qui a fait le plus parler, c'est Scarlet Nexus parce que c'est un RPG japonais qui est sorti que en juin, donc il y a à peine quelques mois. Qui avait plutôt eu bonne presse, et donc là il est disponible depuis le 30 septembre dans le Game Pass, que ce soit sur PC, sur Xbox ou sur le cloud. Tu disais que c'était un gros mois, ça fait plusieurs fois que, alors pas forcément des mois d'affilée, mais ça fait plusieurs mois dans l'année où Microsoft quand même balance plus de jeux que ce à quoi il nous avait habitués auparavant. Il y avait eu le mois de mars qui avait été vraiment très riche en nouveautés, il y avait un autre mois, au moins peut-être le mois de juin, qui avait été aussi riche en nouveautés. Là pareil, vraiment tous les quelques jours t'as 2, 3, 4 jeux qui se rajoutent. Ça fait beaucoup de jeux, et en plus par rapport à ce qui se passait il y a encore un an, beaucoup de jeux qui sortent à la fois sur Xbox, sur PC et sur cloud. Ils ont arrêté de mettre de côté le PC, ce qui pouvait être le cas c'est vrai. encore récemment. Donc c'est par exemple typiquement Scarlet Nexus, il y a un an, et s'il était arrivé dans le Game Pass, il serait pas arrivé sur PC, tu vois. C'est mon impression en tout cas. Il y a eu aussi Marvel Avengers. Oui, mais il paraît qu'il avait fait un flop lui à sa sortie. Il a fait un gros flop, il fait toujours un gros flop. Il n'a pas été très bien reçu par la presse, et en dehors de son histoire qui est un peu qui propose une petite aventure sympathique, il est très peu rejouable alors que c'est censé être un jeu service, et il a un modèle économique qui est pas terrible, il me semble. Et le développeur n'a pas réussi trop à faire un suivi qui soit intéressant, ce qui fait que oui, il y a sur Steam, il y a 100 joueurs dans le monde qui jouent dessus, alors que c'est Avengers, quoi. C'est genre la licence. C'est le gros truc. C'est la licence la plus populaire, la franchise la plus populaire au monde, je pense, dans la pop culture. Donc clairement. Il y a des chances. Mais bon, au moins là, il est dans le Game Pass, donc si on veut tester. Ouais. Et puis, bon, quelque chose à rajouter, Florian, toi, ou on passe à la suite? Je pense qu'on t'a réveillé là. Hein C'est quoi? D'accord. Xbox? Et pour terminer, donc une petite news, mais peut-être que tu en auras d'autres, Cassim, toi derrière l'oreille. Il y a les Xbox qui goûtent au cloud gaming via le Game Pass. Donc ça y est, ça arrive. Alors pour l'instant pour les insiders, ouais. Mais si vous avez une Xbox Series, une Xbox One, vous pouvez streamer les jeux du Game Pass. Donc ça c'est quand même super pratique si vous êtes un Ultimate, mais ça va arriver pour tout le monde. Je me rappelle qu'on se posait la question là quand on en avait entendu parler de cette fonctionnalité, est-ce que les Xbox One bénéficieraient de ça? Eh bien oui. Donc on va pouvoir jouer aux jeux next-gen même sur une Xbox One, et ça je trouve ça assez génial. Oui, là pour le coup il n'y a rien à dire, merci, juste. Clairement ça va permettre de, sans payer une console next-gen, de au moins pouvoir prendre un premier pas là-dedans. Après en local c'est toujours plus intéressant, c'est ce que Microsoft n'arrête pas de rappeler quand les gens disent mais si vous faites tout dans le cloud, pourquoi les gens achèteraient une Xbox? Parce que les gens veulent une console en local, en fait la plupart du temps ça reste quand même beaucoup plus intéressant, même quand t'as pas la connexion internet, etc. Mais c'est une possibilité qui est offerte, et qui permet au moins d'avoir un premier pas dans la next-gen si t'es pas prêt encore à passer le pas, si t'as pas le budget, si tu veux attendre une baisse de prix, etc.
De toute façon, il n'y a pas les consoles disponibles. Donc, aussi clairement. Non, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Et oui, c'est disponible que pour les insiders maintenant, mais on imagine que d'ici un mois ou 2 mois, ce sera disponible pour tout le monde. Alors, on dira fin d'année, pour Noël. Ouais. Bon, en général, les bêtas, c'est ça, c'est très progressif. En un mois et demi, en général, ça finit par arriver pour tout le monde, quoi. Donc ça, c'est assez top. Voilà. Est-ce que Cassim, toi, t'as d'autres informations Xbox auxquelles tu penserais, ou est-ce qu'on va conclure cet épisode ? Je pense qu'on peut conclure cet épisode. Je dirais juste que si vous cherchez... Alors déjà, comme je vous l'ai dit, comme on l'a dit dans le milieu d'épisode, en ce moment, il va y avoir des pénuries. Donc si vous pensez acheter quelque chose pour la fin de l'année, faites-le tout de suite. Peut-être mieux, essayez de prévoir à l'avance si vous avez la possibilité. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner, notamment pour les cadeaux de fin d'année. Et toujours sur ce thème-là, il y a la Xbox Series S qui est souvent en stock, qui est une plutôt bonne console, même si elle a des grosses limites, notamment le stockage interne. Mais donc elle est neuve, elle était censée être à 300 €, sauf qu'en ce moment elle est toujours à 300 € en France, mais il y a quand même FIFA 22 offert avec, donc le dernier FIFA en date, qui est censé, c'est la version next-gen qui est offert avec, donc c'est censé être la version à 80 €. Donc ça fait que théoriquement, si vous êtes intéressé par FIFA 22, ça fait la console à 220 €, ce qui, on devient vraiment un excellent rapport qualité-prix, je pense. Donc ça peut faire un bon cadeau de fin d'année, je pense. Et donc c'est une belle offre, ça dure pendant tout le mois d'octobre, je crois, donc c'est assez intéressant. Et puis j'ai vu que, par exemple, si on l'achète en Allemagne, la console seule, pour le coup, est autour des 200 €, donc on sent que c'est sur cette console-là que la guerre des prix va se faire. Et je trouve que c'est vraiment une bonne machine. Donc, ouais, si t'as la fibre, ça peut être jouable parce que tu peux. Et en plus, entre le cloud et la fibre, tu peux te dire, allez, je joue à 2 jeux, les autres, je les joue sur le cloud, et comme ça, tu peux faire tourner. Si t'as pas une bonne connexion, t'es un petit peu embêté. Alors, je dirais que... Alors déjà, c'est vrai, sauf que tu peux quand même avoir... Alors, soit tu peux recycler un disque dur externe que tu aurais déjà chez toi pour au moins stocker à froid les jeux et t'amuser à faire des transferts, même si c'est pas la panacée. Et sinon, tu as toujours l'option d'avoir une carte d'extension de stockage, alors qui coûte cher par rapport au prix de la console seule. Mais peut-être d'abord acheter la console, et dans un second temps, peut-être ça peut permettre de rajouter du stockage pour quelqu'un qui veut garder une console compacte et assez facile à utiliser, comme ça, next-gen, qui reste très intéressante parce qu'elle est quand même relativement performante, même si ça vaut pas une PlayStation 5 ou une Series X. Ça reste une bonne petite console. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une news. Dans la news, les cartes d'extension pour l'instant faisaient 1 Tera, je crois, ou 500 Go, j'ai un doute. C'est 500, je crois. Peut-être 500, oui. Et en tout cas, il y a une carte d'extension de moitié de stockage qui va arriver pour la Xbox, et qui devrait arriver en novembre. Donc, d'accord. Donc voilà. Donc tu veux dire 250 gigas je sais plus du coup quel stockage fait. Non, elle fait 1 Tera, la carte de base. Elle fait 1 Tera, elle fait 1 Tera, la carte de base, et du coup celle qui arrive fait 500 gigas. Je me rappelle que c'était la moitié juste, et elle va coûter à peu près la moitié du prix du coup. Du coup peut-être que pour ça peut être un compromis pour la série S, ça peut être un compromis sympa peut-être. Ok. Merci beaucoup Cassim. Bon, mais il va être le moment de se séparer. Je vous rappelle que si vous voulez postuler pour faire partie de l'équipe, n'hésitez pas à nous écrire à contact@lifetile.fr, et puis vous nous dites pourquoi rejoindre l'équipe. Ça sera avec plaisir qu'on vous lira. Si vous voulez nous faire plaisir aussi, vous pouvez partager c'est la sortie de cet épisode, que ce soit sur YouTube, parce qu'il va sortir sur YouTube, mais bien sûr partagez-le sur Twitter, Facebook et autres. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, rien. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire toujours à contact@lifetile.fr ou sur Twitter @lifetilepodcast. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois qu'on a rien oublié. Merci Cassim. Merci Florian. Merci à toi pour la présentation. T'es toujours endormi ? Ouais. Non, c'est bon, non ? Je suis pas en mute. Ah pardon, je croyais que tu te réveillais, je t'entendais t'étirer.
après cette petite sieste. Bon, allez, trêve de plaisanterie. J'étais bien content de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 11, saison 2021-2022. Je vous dis normalement à vendredi prochain pour un épisode spécial. Il y a un petit événement qui devrait sortir la semaine prochaine, mais on va pas trop en dire. On dira pas que Windows 11 est dans les tuyaux. Incroyable, quel secret. Oh zut, j'ai vendu la mèche. Allez, trêve de plaisanterie, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.